Morel, Moreau, Masdieu, Temple, Lemoine, Sarrazin. Si l'un de ces noms vous appartient ou appartient à quelqu'un de votre famille, alors ce que vous allez entendre ce soir va peut-être vous faire regarder votre patronyme d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Parce que derrière certains des noms de famille les plus communs de France se cache une histoire que presque personne ne connaît. Une histoire de croisade, de persécution royale, de secrets enfouis dans des archives médiévales et d'une malédiction lancée depuis un bûcher qui brûlait au cœur même de Paris. Vos ancêtres ont peut-être survécu à l'une des plus grandes destructions de l'histoire de France. Et leur seule trace aujourd'hui, c'est peut-être votre nom de famille. La grande majorité de nos spectateurs nous regardent depuis leur télévision. Et c'est merveilleux si vous êtes sur votre téléphone ou votre ordinateur. Prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et pour partager cette vidéo autour de vous. Chaque partage nous permet de toucher davantage de personnes et c'est ce qui assure l'avenir de ce travail. C'est simple et cela compte vraiment. Commençons par une question qui semble anodine. Pourquoi est-ce que le patronyme Morel est aujourd'hui le 18e nom de famille le plus porté en France? Pourquoi Moreau, sa variante, figure-t-il au 9e rang, avec plus de 68 000 foyers sur tout le territoire? Ces deux noms, à eux seuls, représentent plusieurs centaines de milliers de Français vivants. Et leur origine commune est stupéfiante. Morel et Moreau viennent tous les deux du latin populaire morellus, qui lui-même descend du latin morus, le mort, c'est-à-dire l'habitant de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée orientale, du monde arabe et berbère. En ancien français, être appelé Morel signifiait avoir la peau brune, les cheveux sombres, quelque chose qui évoquait l'Orient dans le regard de vos voisins. Un homme qui revenait différent, un homme qui avait traversé la Méditerranée. Et la question se pose alors, naturellement, d'où venait cette différence? D'où venait cette peau brune, cette consonance lointaine, ce regard du voisin qui vous appelait le mort? Pour une partie significative des familles médiévales françaises, la réponse était simple. De Terre Sainte, de Palestine, de Syrie, du monde des croisades, des Templiers. Mais pour comprendre ce que les Templiers ont vraiment laissé dans les noms de famille français, il faut d'abord comprendre ce qu'ils étaient vraiment et surtout comprendre ce qu'ils n'étaient pas. Parce que la réalité de l'ordre du Temple est bien plus complexe, bien plus humaine et bien plus enracinée dans le sol français que ce que les légendes ont laissé croire. L'ordre du Temple naît en 1119, à Jérusalem, de la volonté d'un chevalier champenois nommé Hugues de Pens. L'idée est simple et révolutionnaire. Créer une fraternité de guerriers qui seraient en même temps des moines. Des hommes qui pourraient défendre les pèlerins sur les routes dangereuses de Terre Sainte, tout en menant une vie de prière et d'obéissance. L'ordre est officiellement approuvé par l'Église au Concile de Troyes en 1129. Et sa règle est rédigée par saint Bernard de Clairvaux lui-même, l'homme le plus influent de la chrétienté d'Occident. Le succès est foudroyant. En quelques décennies, des dizaines de milliers de chevaliers, de sergents, d'artisans et d'agriculteurs rejoignent l'ordre. Des seigneurs abandonnent leurs terres pour prendre le manteau blanc à la Croix-Rouge. Des familles entières font don de leur propriété à l'ordre. Et c'est là que commence l'histoire des noms de famille. Parce que les Templiers ne sont pas seulement partis combattre en Orient. Ils ont aussi construit, ici, en France, un réseau extraordinaire de commanderies, de fermes, de moulins, de granges et de chapelles. Plus de 300 commanderies sur le seul territoire français. 300 centres de vie et d'activités économiques, éparpillés de la Normandie à la Provence, de l'Alsace aux plaines de l'Aquitaine. Et autour de chacune de ces commanderies vivaient des familles. Des familles qui travaillaient pour l'ordre, qui vendaient leurs récoltes à l'ordre, qui faisaient moudre leurs grains dans les moulins de l'ordre. Des familles qui prenaient le nom de l'endroit où elles vivaient. Et l'endroit où elles vivaient s'appelait souvent la commanderie ou le temple. Regardez n'importe quelle carte ancienne de France avec attention. Vous allez découvrir quelque chose d'étrange. Des dizaines de villages, de hameaux, de lieux-dits portent encore aujourd'hui le nom de temple. Temple sur l'eau, ville-dieu, dont le nom signifie la ville de Dieu,
se répète de manière frappante à travers tout le territoire. Bure-les-Templiers, en Côte d'Or, porte encore dans son nom officiel la trace de la présence templière, et Masdieu, patronyme que l'on rencontre aujourd'hui principalement dans les Pyrénées-Orientales, désigne celui qui est originaire du Masdieu, c'est-à-dire de la Maison de Dieu, terme par lequel on désignait une ancienne commanderie templière à Trouillat, dans le Roussillon. Les familles qui vivaient près de la commanderie du Larzac, à Sainte-Eulalie de Cernon dans l'Aveyron, portaient parfois le nom du lieu comme identité. Et cette commanderie du Larzac, fondée après une donation faite en 1159 par Raymond Béranger, comte de Barcelone et roi d'Aragon, est aujourd'hui l'une des commanderies templières les mieux conservées de toute la France. Ses murailles du XVe siècle, son église romane du XIIe siècle, ses remparts et ses fresques sont encore visibles. On peut les toucher. On peut marcher dans les mêmes ruelles où marchèrent les familles qui portèrent ensuite des noms liés à ce lieu. Mais les Templiers n'ont pas seulement laissé des noms de lieux. Ils ont aussi laissé une empreinte beaucoup plus inattendue. Ils ont ramené de l'Orient quelque chose que personne n'attendait. Une façon différente de voir le monde. Et parfois, une façon différente d'apparaître. Imaginez un chevalier normand qui part en croisade en 1647. Il quitte son village de Normandie avec sa peau pâle de l'Atlantique, ses cheveux blonds, ses yeux clairs. Il passe 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans sous le soleil de Palestine, de Syrie, de Chypre. Il mange différemment. Il s'habille différemment. Il voit des mosquées et des marchés qu'il n'avait jamais imaginés. Il revient, si jamais il revient, marqué, changé, parfois marié à une femme originaire d'Orient, parfois avec des enfants qui parlent le latin, l'arabe et le français dans la même phrase. Et son voisin, dans son village normand qui n'a jamais bougé, lui donne un surnom. Il l'appelle le Morel, le Moreau, le Sarrazin, et ce surnom devient un nom de famille. Mais attention, l'histoire des noms de famille et des Templiers ne s'arrête pas à cette trace douce, poétique, faite de métissage et de retour d'Orient. Elle prend un tournant brutal, violent, inattendu. Un tournant qui se produit à l'aube du vendredi 13 octobre 1307. Ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant se produit dans tout le royaume de France. Philippe IV, dit Philippe le Bel, a préparé son coup pendant des mois, dans le plus grand secret. Ses baillis et ses sénéchaux reçoivent des ordres scellés, à n'ouvrir qu'au dernier moment. Et à l'aube de ce vendredi, dans chaque commanderie de France, des soldats royaux se présentent aux portes. Les Templiers sont arrêtés. Tous, en une seule journée. Une opération d'une précision et d'une brutalité qui n'avait jamais eu d'équivalent dans l'histoire médiévale. Pourquoi? Les raisons sont multiples, mais une domine. Philippe le Bel est ruiné. Il a emprunté des sommes colossales à l'ordre du Temple, qui s'était transformé, au fil des siècles, en l'institution financière la plus puissante d'Occident. Les Templiers gèrent les comptes du pape, les finances des rois d'Angleterre, d'Aragon, de France, leurs trésors, leur réseau de commanderies, leur indépendance totale vis-à-vis de la couronne française. Tout cela est devenu insupportable pour un roi qui veut un État centralisé et obéissant, et qui doit de l'argent. Alors Philippe frappe. Des accusations sont inventées, hérésie, pratiques obscènes lors des rites d'entrée dans l'ordre, reniement du Christ. Des témoignages sont arrachés sous la torture dans les caves des prisons royales. Des aveux signés par des hommes brisés arrivent dans les mains des juges. Le rouleau d'interrogatoire de 138 Templiers parisiens, conservé aujourd'hui aux Archives nationales sous la cote J413A, porte encore les noms de ces hommes qui signèrent sous la pression, avouant des crimes qu'ils n'avaient peut-être jamais commis. Ce document existe. On peut le consulter. Et il dit quelque chose de glaçant. L'histoire des noms de famille passe parfois par des papiers signés dans la douleur. Le procès dure 7 ans. 7 années pendant lesquelles les Templiers sont emprisonnés, interrogés, torturés, jugés. En 1312, le pape Clément V prononce la dissolution officielle de l'ordre au Concile de Vienne. Leurs biens sont théoriquement transmis aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Leur commanderie change de maître, et les familles qui vivaient autour de ces commanderies
continuent à vivre, à nommer leurs enfants, à transmettre leur patronyme. Puis vient le 18 mars 1314. Ce jour-là, Jacques de Molay, 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple, est conduit au parvis de Notre-Dame de Paris pour entendre son verdict final, en compagnie de Geoffroy de Charnay, précepteur de Normandie, et de 2 autres dignitaires templiers. La sentence est la prison à perpétuité. Mais Jacques de Molay, qui avait peut-être 70 ans et qui n'avait pas respiré l'air libre depuis 7 années d'emprisonnement au château de Gisors, se redresse. Il proclame devant la foule que les Templiers n'ont jamais commis les crimes dont on les accuse. Il rétracte ses aveux. Et en rétractant ses aveux, il se condamne lui-même au bûcher. Le soir même, un bûcher est dressé sur l'îlot Juif, un petit îlot situé à la pointe occidentale de l'île de la Cité, là où se trouve aujourd'hui le square du Vert-Galant, en face du Pont-Neuf. C'est là que Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay meurent dans les flammes. Et la tradition rapporte que du haut de ces flammes, le grand maître lance ce qui deviendra l'une des malédictions les plus célèbres de l'histoire médiévale. Qu'avant 1 an, le pape et le roi seraient cités devant le tribunal de Dieu. Le pape Clément V meurt le 20 avril 1314, moins de 40 jours après le bûcher. Le roi Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314 dans l'année. La coïncidence sidéra les chroniqueurs et nourrit une légende qui dure encore aujourd'hui. Mais cette légende cache une réalité beaucoup plus concrète et beaucoup moins racontée. Que sont devenus les Templiers qui ont survécu? Ceux qui n'ont pas été brûlés, ceux qui n'ont pas avoué, ceux qui ont simplement été condamnés à la prison puis progressivement libérés. Et surtout, cette question n'est presque jamais posée. Que sont devenus les enfants de Templiers? Les neveux, les cousins, les familles proches qui portèrent le même nom et qui soudain vivaient dans un royaume où ce nom était associé à la honte, à l'hérésie, à la condamnation royale. La réponse se trouve peut-être dans une observation que les historiens de l'onomastique médiévale ont faite depuis longtemps. Au début du XIVe siècle, dans certaines régions de France, on voit apparaître des patronymes curieux. Des noms qui évoquent la discrétion, l'anonymat, le camouflage. Des noms qui semblent avoir été choisis précisément pour ne pas attirer l'attention. Des noms de nature, du bois, la forêt, qui suggèrent un repli dans des espaces isolés. Des noms de métiers modestes qui tranchent avec un statut social probablement plus élevé. Et certains historiens voient dans ces ruptures onomastiques, ces familles qui changent de nom à cette période précise, une trace possible de la dispersion des familles liées à l'ordre. Des familles qui préféraient oublier ou se faire oublier. Il serait malhonnête d'affirmer avec certitude que tel ou tel nom porte spécifiquement la trace d'un ancêtre templier. L'histoire des noms de famille est rarement aussi directe. Mais il serait tout aussi malhonnête de ne pas reconnaître ce que les archives suggèrent, que la destruction de l'ordre du Temple a généré, dans les premières décennies du XIVe siècle, une onde de choc social et familial dont les noms de famille français portent peut-être encore quelques traces. Revenons à la géographie. Parce que c'est peut-être là que la trace est la plus lisible. Regardez une carte des commanderies templières en France et superposez-la à une carte des patronymes liés à des lieux. La concentration est frappante. Là où il y avait une commanderie, il y avait un village. Et là où il y avait un village, il y avait des familles qui prenaient le nom du lieu ou de l'institution qui dominait leur vie quotidienne. Dans le Larzac, en Aveyron, autour de la commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon, fondée en 1159 grâce à la donation de Raymond Bérenger, roi d'Aragon, des familles entières ont vécu pendant 150 ans sous l'autorité templière. Elles cultivaient les terres de l'ordre, qui s'était spécialisé dans l'agro-pastoralisme pour financer l'effort de guerre en Orient. Elles payaient leurs redevances à l'ordre. Leurs morts étaient enterrés dans les cimetières de l'ordre, et leurs enfants, génération après génération, apprenaient à s'appeler par le nom du village ou du lieu dit, qui constituait leur seul horizon. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les ruelles de Sainte-Eulalie de Cernon, vous marchez littéralement dans les traces de ces familles. Les murailles du XVe siècle, l'église romane avec son abside semi-circulaire, les remparts percés de tours d'angle. Tout cela est encore là,
Et quelque part dans ces pierres, l'histoire de familles qui ont peut-être transmis à leurs descendants un nom qui vit encore aujourd'hui dans un annuaire de téléphone. En Provence, dans le Vaucluse, la commanderie de Richeranche raconte une histoire similaire. Fondée en 1136, elle devient rapidement le siège de la baillie de Provence, le centre de commandement templier pour tout le sud-est de la France. Le nom même de Richeranche, ce petit village du Tricastin que l'on peut encore visiter aujourd'hui avec ses remparts intacts du XIIe siècle, dérive du nom du lieu-dit Ricarensis, mentionné dans les actes de fondation. Pendant 170 ans, des familles provençales gravitent autour de cette commanderie. Elles font partie de l'univers templier sans être nécessairement templiers elles-mêmes. Et quand l'ordre disparaît en 1312, ces familles restent. Elles continuent à vivre dans leur village. Elles continuent à se nommer. Et parfois, leurs noms gardent une empreinte de ce qu'elles avaient vécu. Dans le Languedoc, à Carcassonne, en 1307, les interrogatoires menés contre les Templiers du Midi font partie des archives de ce procès extraordinaire qui secoua la chrétienté. Les noms des hommes interrogés figurent dans les documents. Des noms languedociens, occitans, catalans, des noms qui nous disent d'où venaient ces hommes, dans quelle famille ils étaient nés, quelle terre ils avaient quittée pour rejoindre l'ordre. Et derrière chacun de ces noms d'accusés, il y avait des familles restées à la maison. Des pères, des frères, des cousins qui n'étaient pas templiers mais qui portèrent le même nom. Ces familles, après 1307, vivaient dans un royaume où leur patronyme pouvait attirer la suspicion. La question de ce qu'elles ont fait de ce patronyme, si elles l'ont gardé, transformé, abandonné, est une question que les archives ne répondent que partiellement. Il y a quelque chose d'étrange et de touchant dans cette idée, que les Templiers, ces moines soldats qui ont construit des forteresses en Terre Sainte, qui ont géré les finances de l'Europe médiévale, qui ont créé ce qu'on peut appeler le premier système bancaire international, n'ont peut-être pas disparu complètement, qu'ils ont simplement changé de forme, que leur présence s'est dissoute dans les noms de lieux, dans les patronymes, dans les habitudes de vie de village qui gravitaient autour de leur commanderie, que la vraie trace des Templiers n'est pas un trésor enfoui sous une église normande ou un secret gardé par des sociétés secrètes, mais quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus beau. Des noms que vous portez peut-être encore. Pensez à Moreau, pensez à Morel, des noms portés par des centaines de milliers de Français. Des noms qui, au Moyen Âge, désignaient quelqu'un de brun, de marqué par l'Orient, de différent. Dans le Poitou, dans les Deux-Sèvres, là où Moreau figure encore parmi les patronymes les plus répandus, une tradition locale voyait dans cette concentration de noms évocateurs de la peau brune la trace lointaine d'envahisseurs venus du monde méditerranéen. Cette interprétation est discutée, nuancée, mais elle dit quelque chose d'important sur la façon dont les familles transmettent leur mémoire. Pas toujours dans des textes, pas toujours dans des archives, mais parfois dans un simple patronyme qui, traversant les siècles, murmure encore quelque chose sur celui qui l'a porté en premier. Il y a un dernier aspect de cette histoire que presque personne ne connaît, et c'est peut-être le plus surprenant. Quand l'ordre du Temple est dissous en 1312, ses biens sont théoriquement transmis aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais dans la pratique, cette transmission est longue, partielle, conflictuelle. Pendant des années, certaines commanderies restent dans un vide juridique. Leurs terres sont disputées entre le roi, les hospitaliers, les évêques locaux et les seigneurs voisins. Et les gens qui vivaient sur ces terres, les familles de tenanciers et d'artisans et d'agriculteurs qui avaient passé leur vie entière dans l'orbite de l'ordre, se retrouvent dans une situation inédite, sans maître clairement défini, dans des terres dont personne ne revendique clairement la propriété. Certains s'en vont, certains restent et s'affirment progressivement comme propriétaires de fêtes de terre qu'ils cultivaient depuis des générations. Et dans cette transition chaotique, des familles s'installent dans des positions nouvelles, avec des noms qui reflètent parfois la mémoire de ce qu'elles avaient été. Ce que les Templiers ont vraiment laissé dans les noms de familles français n'est donc pas un secret unique, une réponse claire que l'on pourrait donner en une phrase. C'est une multiplicité de traces, des patronymes de lieux évocateurs de commanderies disparues, des noms d'aspects physiques qui racontent le retour de l'Orient,
Des ruptures onomastiques dans les premières décennies du XIVe siècle qui peuvent refléter la peur et la dispersion des familles liées à l'ordre. Des concentrations géographiques de certains patronymes dans des régions où l'activité templière était intense. Une géographie du souvenir inscrite dans la carte des noms de famille. Et quelque chose d'autre encore. La prochaine fois que vous vous promenez à Paris, près du square du Vert-Galant, là où le pont Neuf croise la pointe de l'île de la Cité, sachez que vous êtes à l'endroit exact où, le 18 mars 1314, un homme de 70 ans a brûlé en proclamant l'innocence de son ordre. Il n'existe pas de monument imposant à cet endroit, juste une simple plaque commémorative, discrète, que la plupart des Parisiens ne remarquent même pas. Et pourtant, cet endroit est l'un des points de départ possibles d'une histoire qui continue à résonner dans les noms de famille de centaines de milliers de Français. Morel, Moreau, Masdieu, Temple, et peut-être votre nom aussi, si vous regardez bien. Si vous cherchez dans les archives de votre village, dans les actes de baptême de vos ancêtres, dans les vieux cadastres qui décrivent les terres que cultivait votre famille il y a 7 siècles, vous y trouverez peut-être pas un templier, peut-être seulement un homme ou une femme qui vivait près d'une commanderie, qui vendait ses légumes à l'ordre, qui portait le nom du lieu où il était né. Mais cet homme ou cette femme faisait partie d'un monde qui a disparu dans la nuit du 13 octobre 1307 et dont la seule trace visible, parfois, c'est un nom de famille que vous portez encore. L'histoire de France ne se lit pas seulement dans les livres d'histoire, elle se lit aussi dans les patronymes. Et parfois, dans le plus ordinaire des noms que vous portez depuis votre naissance, se cache une aventure qui a traversé 7 siècles pour arriver jusqu'à vous. Quel est votre nom de famille? Et maintenant que vous avez entendu tout cela, est-ce que vous le regardez différemment? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la avec quelqu'un qui porte peut-être, lui aussi, une trace de tout ce que nous venons de traverser ensemble.